Dans le cœur animé de Lyon, à 2 pas de la place Bellecour, se trouvait une petite cafétéria discrète mais pleine de charme, les Trois Matins. Nichée entre une librairie ancienne et une boutique de fleurs, elle dégageait une chaleur particulière, comme si chaque matin y naissait avec une dose de douceur en plus. Les passants la reconnaissaient de loin par l'odeur persistante du café fraîchement moulu, une promesse réconfortante pour ceux qui entraient y chercher répit ou routine. À l'intérieur, le bois foncé des meubles contrastait joliment avec les murs crème, décorés de photographies en noir et blanc de Lyon au début du XXe siècle. Les clients s'installaient aux mêmes tables, lisaient les journaux du jour et conversaient à voix basse, respectant sans en parler le silence calme qui régnait toujours. Il y avait quelque chose d'élégant dans cette retenue collective, un accord tacite qui faisait partie de l'âme du lieu. Parmi le personnel, Élodie était sans doute la plus appréciée. Jeune femme dans la vingtaine, au sourire sincère et au regard franc, elle servait les clients avec une bienveillance qui allait au-delà du métier. Elle retenait les habitudes des habitués, offrait une parole réconfortante aux solitaires et aidait ses collègues sans attendre en retour. Pour elle, les Trois Matins n'étaient pas qu'un emploi, c'était un petit monde à protéger. Mais derrière cette atmosphère apaisante, il existait une tension diffuse que personne n'osait nommer. Une règle non écrite, connue de tous ceux qui y travaillaient depuis plus de 2 semaines, ne jamais provoquer Henri Dufort. Même les nouveaux employés en étaient rapidement avertis, sans qu'on ait besoin de dire pourquoi. Ce nom, murmuré dans les couloirs ou échangé entre 2 commandes, suffisait à raidir les épaules et faire baisser les regards. Henri Dufort n'était pas le propriétaire officiel de la cafétéria. Le commerce appartenait à son fils, Antoine Dufort, un jeune entrepreneur discret et passionné de gastronomie. Mais personne ne se faisait d'illusions. Bien que son nom ne figurât sur aucun document, Henri exerçait une autorité invisible et pesante sur l'établissement. Il passait rarement, mais chaque visite suffisait à bouleverser l'équilibre fragile que le personnel s'efforçait de maintenir. Élodie n'avait croisé Henri que 2 fois depuis son embauche, mais cela avait suffi pour comprendre. La première fois, il avait simplement traversé la salle, observant tout d'un œil sévère, sans prononcer un mot. La deuxième, il avait corrigé la température de l'espresso de façon brutale, ordonnant un nouveau sans même regarder celle qu'il avait servie. Ce jour-là, Élodie avait senti une angoisse générale s'emparer de ses collègues, comme si chacun craignait d'être le suivant sur la liste invisible de ses critiques. Et pourtant, malgré ce climat, personne ne parlait jamais de lui en public. Aucun client ne semblait vraiment savoir qui il était. Henri Dufort n'existait que dans les silences gênés et les regards échangés dans le dos des clients. Même Antoine, pourtant le seul véritable patron, s'effaçait à son approche. Ce matin-là, Élodie avait ouvert la cafétéria à 7 heures précises, comme toujours. Elle avait allumé les machines, disposé les pâtisseries sous la cloche en verre et ouvert les rideaux pour laisser entrer la lumière froide de l'hiver. Le jour promettait d'être calme. Elle ne se doutait pas encore que ce serait le dernier matin paisible avant que tout change. Elle salua Thomas, le barista timide mais talentueux, qui ajustait déjà la mouture du jour, et Claire, la gérante efficace mais nerveuse, qui comptabilisait les réservations pour le brunch du samedi. Tout semblait normal. Et pourtant, Élodie sentit une tension étrange dans l'air, comme une dissonance légère dans une mélodie bien connue. Elle servit les premiers clients avec la même attention que d'habitude, observant distraitement la neige fondre sur le trottoir. Mais lorsqu'elle vit Claire s'arrêter net, les yeux fixés sur la porte, elle comprit que quelque chose venait de changer. Le grincement lent et prolongé de la porte annonça l'entrée de quelqu'un que personne n'espérait vraiment revoir ce jour-là. Le silence tomba d'un coup, coupant net les discussions et même le cliquetis régulier des tasses contre les soucoupes. Henri Dufort venait d'entrer. Le pas était lent, mais chaque foulée semblait peser lourd sur le plancher de bois de la cafétéria. Henri Dufort ne se contentait pas d'entrer dans un lieu, il s'y imposait. Son manteau long d'un gris sombre presque noir brillait faiblement sous la lumière du matin. Son visage dur, marqué par l'âge mais dénué de la moindre douceur, se tendait dans une expression perpétuellement méprisante. Il observa la salle comme on évaluerait une pièce à vendre, chaque regard pesant comme une sentence silencieuse. Les clients les plus anciens baissèrent la tête ou se concentrèrent soudainement sur leurs journaux. Même ceux qui ignoraient son identité sentirent un changement dans l'atmosphère. Une cliente en train de remuer son sucre arrêta son geste sans s'en rendre compte. Un autre qui racontait une anecdote à son voisin perdit le fil de sa phrase.
La présence d'Henri avait cet effet. Elle interdisait la légèreté. Henri s'avança d'un pas assuré jusqu'à sa table habituelle, toujours la même, près de la vitrine, légèrement en retrait, mais avec vue sur tout le local. Il tira lentement la chaise, s'assit et posa son chapeau feutre sur la table, comme s'il avait conquis une position stratégique. Il n'adressa la parole à personne, ne fit aucun signe à la serveuse. Pourtant, tout le monde savait qu'il attendait à être servi sans délai, avec une précision maniaque qu'il ne prenait même pas la peine d'exprimer à voix haute. Élodie, qui observait la scène depuis derrière le comptoir, sentit une tension discrète s'installer dans son dos. Sans se tourner, elle savait que Claire s'était figée. Thomas, lui, avait cessé de moudre les grains, comme si le bruit de la machine pouvait être mal interprété par l'invité redouté. Un client se racla doucement la gorge, cherchant à briser le silence, mais le son sembla déplacé. Les conversations s'étaient toutes interrompues à l'unisson, laissant un vide sonore qui ne pouvait être comblé que par le départ de celui qui venait d'entrer. Henri regarda autour de lui, non pas pour saluer mais pour inspecter. Son œil parcourait les détails. Une tasse légèrement mal placée sur une table voisine, une miette oubliée près d'un fauteuil, un panneau de prix qui penchait d'1 degré. Ce regard glacial, perçant et méthodique, suffisait à faire baisser les épaules des employés, comme s'il s'agissait de fautes inexcusables. Antoine, le propriétaire du lieu et fils d'Henri, apparut quelques minutes plus tard, comme s'il avait senti l'arrivée de son père depuis l'arrière-boutique. Il s'approcha prudemment, avec un demi-sourire mal assuré, les mains croisées dans le dos, et murmura un mot de bienvenue que personne n'entendit vraiment. Henri ne répondit pas. Il se contenta d'un hochement de tête si discret qu'il aurait pu passer pour un tressaillement. Ce simple geste suffisait à signifier qu'il considérait acceptable, pour cette fois, la ponctualité de son fils. Élodie fut désignée du regard par Claire, qui évitait de s'approcher elle-même de la table. Elle n'avait pas besoin d'ordre pour comprendre. Elle prit une tasse impeccable, un petit plateau argenté, une cuillère droite, le tout posé avec soin. Elle vérifia la température du café 2 fois avant de se diriger vers la table d'Henri, tenant le plateau avec une maîtrise digne d'une cérémonie. Chaque pas vers lui semblait rallonger la distance. Elle pouvait sentir les regards de ses collègues, tendus, fixés sur elle comme si elle s'approchait d'un précipice. Henri ne leva pas les yeux lorsqu'elle posa la tasse devant lui. Il attendit 3 secondes, puis attrapa la cuillère, remua le café 1 fois et prit une première gorgée. Son visage resta neutre pendant un bref instant, puis il fronça les sourcils. Il reposa la tasse avec une lenteur étudiée, comme pour s'assurer que tout le monde verrait son geste. « Trop chaud », dit-il simplement. Élodie ouvrit la bouche, mais il poursuivit sans lui laisser le temps de répondre. « Et la mousse, inexistante. La tasse, mal équilibrée. Qui vous a appris à servir un café ?» Il ne criait pas. Il n'avait pas besoin de hausser le ton pour que sa voix remplisse l'espace. Chaque mot était une gifle dissimulée derrière une fausse courtoisie. Il la regarda pour la première fois depuis son arrivée, d'un air calculé, comme s'il analysait une pièce défectueuse dans une chaîne de production. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Si c'est cela que vous appelez du service, alors cette maison est en déclin. » Il jeta un regard vers Antoine, qui se tenait à quelques mètres, sans intervenir. Le jeune homme sembla se raidir, mais ne bougea pas. Le silence était si dense qu'on aurait pu entendre une fourchette tomber au sol à l'autre bout de la pièce. Élodie resta droite, le plateau encore en main. Elle aurait pu s'excuser, comme d'autres l'avaient fait avant elle. Elle aurait pu rougir, trembler, fuir vers la cuisine. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Elle ne répondit pas, pas encore. Ce n'était pas de la peur qui passait dans ses yeux, mais une réflexion silencieuse. Une analyse inverse, peut-être. L'homme qui lui faisait face n'était qu'un vieillard amer, habitué à ce que chaque souffle soit accepté comme un ordre. Elle le voyait maintenant sans le filtre du respect imposé. Henri n'était pas un patron. Il n'était même pas client. Il était une ombre que tout le monde laissait s'étendre par habitude. Et cette habitude, Élodie sentait qu'elle ne pourrait plus l'accepter longtemps. Henri, voyant qu'elle ne répondait pas, fronça encore plus les sourcils, mais tourna les yeux vers sa tasse comme si la conversation était close. Il venait d'imposer sa présence, de poser ses règles, comme il le faisait depuis des années. Il ne savait pas encore que, cette fois, les choses allaient suivre un autre cours. Élodie recula lentement, les mains toujours fermement posées sur le plateau, et retourna vers le comptoir. Claire détourna les yeux, honteuse.
Thomas recommença à préparer les commandes comme si rien ne s'était passé. Et Antoine, immobile, restait entre deux mondes, celui du fils soumis et celui du propriétaire légitime. Mais un détail, minuscule, échappa à tous. En déposant le plateau, Élodie serra les mâchoires. Elle ne savait pas encore comment ni quand. Mais quelque chose venait de s'éveiller en elle, et ce quelque chose, Henri Dufort le découvrirait bientôt, à ses dépens. Dans les jours qui suivirent cette nouvelle venue d'Henri Dufort à la cafétéria les 3 matins, un changement subtil mais indéniable se fit sentir parmi le personnel. Ce n'était pas une nouveauté en soi. Tous connaissaient la tension qu'il provoquait. Mais cette fois, Élodie, qui jusque-là observait sans intervenir, commença à prêter une attention accrue aux micro-réactions de ses collègues. Elle ne cherchait pas à juger, mais à comprendre. Ce qu'elle découvrit dans le silence et les gestes hésitants la troubla plus qu'elle ne l'aurait cru. Thomas, habituellement précis et méthodique dans la préparation des boissons, devenait nerveux dès qu'un client commandait un café allongé ou un cappuccino, comme si le moindre faux pas pouvait déclencher une critique invisible. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il approchait de la machine, et il vérifiait 2 fois chaque étape de la préparation, même lorsque Henri n'était pas présent dans la salle. Cette peur installée dans ses gestes révélait que l'influence de cet homme ne s'arrêtait pas à sa présence physique. Elle s'infiltrait dans la mémoire, dans les automatismes, dans le rythme même du travail. Claire, quant à elle, la gérante toujours ponctuelle et rigoureuse, semblait constamment sur le fil. Elle parlait moins depuis la dernière visite d'Henri. Son regard fuyait lorsqu'on lui adressait la parole, et elle répondait souvent par des signes de tête ou de rapides acquiescements au lieu de phrases complètes. Elle s'efforçait de garder le contrôle, mais Élodie remarquait qu'elle passait de plus en plus de temps dans la réserve, sous prétexte de rangement ou d'inventaire, loin des clients, loin de l'éventualité d'un retour imprévu d'Henri. Même Antoine, qui avait l'autorité officielle sur les lieux, semblait glisser dans une ombre intérieure dès que le nom de son père était prononcé. Ce n'était pas de la simple gêne, c'était une forme de démission. Il avait l'attitude de quelqu'un qui a cessé de lutter depuis longtemps et qui a intégré l'idée que l'obéissance silencieuse était la seule manière de survivre à une influence destructrice. Il passait de longues heures dans son bureau à l'étage, prétendant travailler sur les chiffres, mais en réalité, Élodie le savait maintenant. Il fuyait. Il fuyait l'espace que son propre père avait accaparé par la peur. La cafétéria, si vivante quelques semaines plus tôt, s'était refermée sur elle-même. L'ambiance autrefois chaleureuse s'était muée en prudence constante. Les blagues entre collègues s'étaient raréfiées. Les pauses étaient devenues silencieuses. Chacun travaillait dans un état d'alerte discret, comme si une erreur pouvait réveiller un monstre endormi à tout instant. Ce n'était plus un lieu de travail, mais un théâtre où chacun jouait son rôle avec précaution, sans jamais improviser. Élodie, au départ, s'était crue seule à ressentir ce décalage. Mais plus elle observait, plus elle reconnaissait chez les autres des signes familiers. La crispation dans les épaules, les regards rapides vers la porte, les respirations retenues. Tous portaient en eux une même crainte. Et cette crainte avait un nom. Elle en venait à se demander comment un homme, qui n'apparaissait que de temps en temps et qui ne possédait même pas les lieux, avait pu établir un tel règne. Elle tenta d'en parler à Thomas un après-midi, alors qu'ils nettoyaient les machines ensemble. Elle posa une question banale, presque comme une confidence. « Il te fait peur, toi aussi ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il haussa les épaules, lâcha un rire nerveux, puis dit « Ce n'est pas de la peur, c'est juste. Plus simple de ne pas faire de vagues. » Cette phrase resta gravée dans l'esprit d'Élodie. Elle résumait le climat général. Chacun avait fini par accepter le poids, s'y adapter, comme on s'habitue à un hiver qui ne finit jamais. La situation l'obsédait au point qu'elle fit un détour par la librairie voisine pour feuilleter un livre sur les dynamiques d'entreprise. Elle ne cherchait pas une solution miracle, mais peut-être une explication. Pourquoi acceptait-on aussi facilement l'abus? Pourquoi des adultes compétents, travailleurs, laissait-il un homme les malmener sans même tenter de se défendre? Elle n'y trouva pas de réponse satisfaisante, seulement des théories trop éloignées de la réalité palpable du quotidien. Un soir, alors que la cafétéria venait de fermer et que les derniers clients quittèrent les lieux, elle entendit par hasard une conversation étouffée entre Claire et un employé du soir, un étudiant qui ne travaillait que les fins de semaine. Ils étaient dans la réserve, mais la porte entrebâillée laissait passer leur voix. L'étudiant disait à voix basse « J'ai entendu dire qu'avant, c'était une autre gérante. Elle est partie comment déjà ?»
Claire, après un long silence, répondit « Elle est partie en pleurs. Henri l'a poussée à bout. Elle n'est même pas venue récupérer ses affaires. » Ces quelques mots frappèrent Élodie comme un coup de tonnerre. Elle n'avait jamais entendu cette histoire. Et si cela était vrai, cela signifiait que ce qu'elle observait n'était pas un malaise passager, mais un schéma répété. Henri avait déjà brisé des personnes avant elle, et personne n'avait rien fait. Antoine n'avait rien fait. Le personnel non plus. Pire encore, ils avaient appris à se taire, à reculer, à éviter. Ils avaient accepté que cet homme détruise des carrières et des réputations sans jamais être remis en question. Ce soir-là, Élodie rentra chez elle en silence. Les lumières de la ville défilaient sans qu'elle les voie. Elle marchait d'un pas régulier, mais son esprit tournait sans relâche. Elle revoyait les regards fuyants, les silences gênés, les gestes retenus. Ce n'était plus de l'indignation qu'elle ressentait. C'était une forme de responsabilité. Si elle ne faisait rien, si elle acceptait à son tour de se taire, alors elle devenait complice de cette mécanique. Elle nourrissait la peur comme les autres, et Henri continuerait à s'en nourrir. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait, mais elle savait qu'elle ne pourrait plus faire semblant. Elle ne voulait pas être la suivante à quitter les lieux en larmes. Et surtout, elle ne voulait plus voir la dignité de ses collègues s'éroder jour après jour dans le silence. Ce n'était plus seulement une question d'orgueil, c'était devenu une question de justice. Le samedi matin, le rythme de la cafétéria les 3 matins était d'ordinaire animé, presque festif. La clientèle changeait légèrement par rapport aux jours de semaine. Plus de familles, de couples, de promeneurs, de jeunes venus discuter autour de viennoiseries et de café crème. Mais ce jour-là, malgré le murmure joyeux des conversations et l'odeur des croissants au beurre, Élodie sentit un changement dans l'air dès qu'elle franchit la porte. Elle n'avait pas encore enfilé son tablier que Claire s'approcha d'elle, le visage fermé, et lui souffla « Il est là ». Élodie n'eut pas besoin de demander de qui il s'agissait. Henri Dufort occupait, comme toujours, sa place près de la vitrine. Il semblait observer la foule avec un mélange de supériorité et de désapprobation silencieuse, comme si tout ce tumulte joyeux offensait sa vision du lieu. Assis, droit comme une statue, les mains croisées sur la table, il attendait. Antoine, cette fois, n'était pas là. Personne ne savait où il se trouvait, et sans sa présence, le silence dans les coulisses du service était plus pesant encore. Claire, d'un regard fuyant, demanda à Élodie d'aller prendre la commande d'Henri. La jeune serveuse sentit une légère tension dans sa gorge, mais elle acquiesça sans dire un mot. Elle s'avança vers la table, le carnet en main, le dos droit, la démarche calme. Henri ne leva pas les yeux immédiatement. Lorsqu'il le fit, ce fut avec ce regard coupant qu'elle connaissait déjà. Il claqua des doigts une seule fois. Ce geste précis, sec, déshumanisant, déclencha une réaction immédiate chez les clients les plus proches. Certains se figèrent, d'autres détournèrent les yeux. « Un double espresso sec, mousse fine, et pas comme la dernière fois, dit-il d'un ton glacé. » Élodie nota sans répondre. Elle savait qu'il n'attendait pas de réponse. Elle se dirigea vers Thomas, lui murmura la commande, puis la prépara elle-même, avec attention, dans un souci de précision presque obsessionnelle. La mousse fut montée à la main, légère, à peine présente, la tasse chauffée au préalable, le tout disposé sur un plateau propre, parfaitement centré. Lorsqu'elle revint vers la table, elle posa le café avec délicatesse, sans trembler, sans détourner les yeux. Henri observa la tasse sans y toucher, la scrutant comme s'il cherchait un défaut invisible. Puis, il la saisit, la porta à ses lèvres, en but une gorgée et reposa la tasse d'un geste sec, sonore, qui attira l'attention de plusieurs clients autour. « Inacceptable », dit-il à haute voix. « C'est tiède. Et la mousse. Vous appelez ça une mousse ? On dirait du lait fatigué. » Un éclat de rire discret se fit entendre à une table voisine. Henri tourna immédiatement la tête, furieux, mais ne dit rien à ce client. Il préférait frapper là où l'impact était immédiat. Son regard revint sur Élodie, tranchant. « Comment peut-on employer des personnes aussi peu compétentes ? Vous n'avez donc aucun standard ici. C'est une honte. Vous êtes inutile. » Voilà le mot juste. Le mot résonna dans la pièce. Inutile. Il le prononça avec une lenteur calculée pour s'assurer qu'il serait entendu. Des têtes se tournèrent, des regards se croisèrent. L'air sembla s'alourdir. Élodie ne bougea pas. Elle resta là, droite, les yeux fixés sur Henri. Elle ne pleura pas. Elle ne détourna pas le regard.
Mais au fond d'elle, quelque chose céda. Pas de la douleur, pas de l'humiliation. Elle avait déjà affronté l'injustice ailleurs, dans d'autres emplois, dans d'autres vies. Non, cette fois, c'était une ligne morale qui se brisait, un seuil invisible dépassé. Elle sentit que, désormais, elle ne pourrait plus faire semblant. Henri, voyant qu'elle ne réagissait pas, ajouta, en haussant cette fois la voix pour s'assurer que tout le monde entendrait, « Et que fait la direction pendant ce temps? Rien, absolument rien. Le patron de ce lieu laisse sa maison se transformer en cantine de bas étage servie par des amateurs. » Un murmure traversa la salle. Les clients n'osaient pas intervenir, mais leur malaise était évident. Certains reposèrent leurs tasses, d'autres baissèrent les yeux. Un couple se leva discrètement pour payer avant de partir. Le charme du lieu s'était fissuré. L'ambiance accueillante n'existait plus, remplacée par un sentiment d'inconfort collectif. Élodie recula lentement, sans dire un mot. Elle retourna vers le comptoir, déposa le plateau vide et fixa un point invisible devant elle pendant quelques secondes. Thomas lui jeta un regard inquiet. Claire se tenait à l'autre bout du comptoir, immobile, impuissante. Aucun mot ne fut échangé. Ils savaient tous qu'ils avaient été témoins d'un moment charnière. Le service reprit, comme il le pouvait. Les gestes étaient mécaniques, les sourires forcés. Le bruit des tasses, des cuillères et des conversations semblait décalé, comme si le lieu fonctionnait sur pilote automatique. Henri resta encore une vingtaine de minutes. Il but son café jusqu'au bout malgré ses critiques, puis se leva lentement, remit son chapeau et quitta la salle sans un regard pour personne. Lorsqu'il franchit la porte, un soupir collectif sembla parcourir la cafétéria, imperceptible mais réel. Ce n'était pas du soulagement. C'était un épuisement moral, une fatigue invisible, accumulée. Élodie rangea calmement les dernières tasses. Claire tenta une approche maladroite, lui murmurant un « Tu sais, ne le prends pas personnellement. Il est comme ça avec tout le monde. » Mais ces mots, au lieu d'apaiser, accentuèrent la colère froide qui grandissait en elle. Car c'était bien cela le problème. Il était comme ça avec tout le monde, et tout le monde le laissait faire. On avait laissé un homme briser des individus au nom d'un pouvoir qu'il n'avait même pas officiellement. On avait accepté qu'il s'empare d'un lieu sans jamais rien signer, sans jamais contribuer, juste par la force de son mépris et le poids de son nom. Et maintenant, il avait voulu la faire plier, elle. Il l'avait fait publiquement, bruyamment, comme on gifle quelqu'un devant une foule. Mais il ne savait pas encore ce qui l'avait déclenché. Le soir venu, Élodie resta seule un peu plus longtemps après la fermeture. Elle nettoya chaque surface avec soin, non par obsession mais pour se calmer. Elle repensait à chaque mot prononcé, à chaque regard échangé. Une décision commençait à se former dans son esprit, une conviction. Elle n'allait pas partir comme d'autres avant elle. Elle n'allait pas laisser cet homme définir qui elle était. Et surtout, elle n'allait pas continuer à alimenter le silence. Ce qui s'était passé ce matin-là n'était pas seulement une humiliation. C'était un point de rupture, un appel à l'action. La semaine qui suivit l'incident ne fut en rien une période d'oubli. Bien au contraire. L'humiliation publique d'Élodie, si elle n'avait provoqué aucune réaction immédiate de la direction, avait laissé une trace visible dans le quotidien des employés. Les gestes devinrent plus précautionneux, les regards plus fuyants, et surtout, les mots prononcés entre les murs de la cafétéria se firent plus prudents. Pourtant, comme c'est souvent le cas dans les lieux où la tension est constante, les silences criants finirent par se remplir de chuchotements. Les couloirs, les réserves et l'arrière-boutique devinrent des espaces de soupirs, de confidences lâchées à demi-mot et de vérités à peine murmurées. Élodie, attentive, commença à capter ces murmures. Ce n'était pas intentionnel. Ils arrivaient à elle naturellement, comme si les barrières tombaient devant son calme résolu. Un soir, alors qu'elle rangeait les bocaux de thé dans l'étagère du fond, elle entendit Claire parler à voix basse avec Camille, une autre serveuse plus jeune, en contrat temporaire. Camille semblait bouleversée. Elle racontait comment Henri l'avait interrompue brutalement quelques jours plus tôt pour critiquer sa tenue, jugeant sa chemise négligée malgré le fait qu'elle portait l'uniforme fourni. Claire, dans une tentative maladroite de consolation, répondit que ce n'était pas personnel, que Henri avait toujours été comme ça. Mais cette phrase, entendue plusieurs fois désormais, sonnait creux pour Élodie. Elle comprenait que cette banalisation était le mécanisme de défense collectif adopté pour survivre dans ce lieu. On n'affrontait pas Henri, on le normalisait. On traduisait son agressivité par de l'exigence, son mépris par de la franchise,
sa cruauté par de la tradition. Pourtant, les témoignages que recueillait Élodie disaient autre chose. Il peignait un homme méthodique, qui utilisait sa présence comme une arme et sa réputation comme un rempart. Un homme qui n'avait pas besoin de hurler pour terroriser, car sa simple opinion exprimée suffisait à éteindre l'assurance d'autrui. En fin de service, elle surprit une autre conversation entre Thomas et Malik, le livreur. Celui-ci venait déposer les sacs de café toutes les semaines. Il n'était pas un employé direct de la maison, mais connaissait bien l'équipe. Il partageait un souvenir datant d'1 an, le jour où Henri avait jeté une remarque sarcastique sur sa ponctualité, alors même qu'il était arrivé en avance. Malik avait ri jaune en racontant l'anecdote, mais son regard trahissait un malaise encore vif. « Je fais mon travail, tu vois, j'ai aucun compte à lui rendre. Mais avec ce type, même respirer à côté de lui, c'est trop. » Thomas avait hoché la tête sans un mot. Il n'y avait plus rien à ajouter. Tout le monde connaissait ce poids invisible. Le témoignage le plus marquant arriva quelques jours plus tard, au détour d'une pause partagée dans la cuisine avec Claire. Ce moment de calme relatif permit à Élodie de poser une question directe sans détour. « Dis-moi la vérité, Claire. Pourquoi la gérante d'avant est-elle vraiment partie ?» Le silence qui suivit dura bien plus longtemps qu'une simple hésitation. Claire fixa un point dans le vide, puis comme si un barrage se rompait, elle lâcha. Elle s'appelait Béatrice, une femme solide, compétente, stricte mais juste. Elle gérait l'équipe avec une main ferme et un vrai respect. Henri ne la supportait pas. Il disait qu'elle prenait trop de place, qu'elle n'écoutait pas. Elle voulait mettre des règles, organiser des réunions, stabiliser le fonctionnement. Lui, il refusait. Il s'est mis à la rabaisser, subtilement d'abord, puis ouvertement. Il critiquait ses choix devant les clients, contredisait ses instructions, l'ignorait sciemment. Et Antoine baissait les yeux. Toujours. Élodie écoutait sans l'interrompre. Claire continua. Béatrice a tenu 6 mois. Le dernier jour, il l'a accusée de mauvaise gestion devant l'équipe entière, l'a traitée d'incapable devant un client, juste parce qu'une ampoule avait grillé et qu'il faisait trop froid à son goût. Elle a quitté le service en larmes. Elle n'est jamais revenue chercher ses affaires. Ces mots, pourtant dits sur un ton presque neutre, résonnèrent en Élodie comme un avertissement. Ce que Henri avait fait à Béatrice, il avait tenté de le reproduire avec elle. Et cela fonctionnait parce que personne n'osait se dresser entre lui et sa cible. Même Antoine, le fils, le propriétaire, l'homme qui avait toutes les clés du lieu, restait un spectateur passif. Élodie comprit aussi que la passivité d'Antoine n'était pas une simple lâcheté. C'était une soumission apprise, une peur ancienne. Le lien entre père et fils était une chaîne invisible qui liait Antoine à une autorité qu'il ne remettait plus en question depuis des années. C'était Henri qui décidait ce qu'était la qualité, ce qu'était la rigueur, ce qu'était la réussite. Et Antoine, à force de se taire, avait fini par croire que toute contestation était une forme d'échec. Cette prise de conscience fut pour Élodie un tournant. Elle comprit que si Henri avait pu régner aussi longtemps sur cet espace, sans titre ni contrat, c'était uniquement parce qu'on lui en avait laissé la possibilité. Ce n'était pas le pouvoir qu'il avait pris, mais celui qu'on ne lui avait jamais retiré. L'entreprise avait été bâtie par Antoine, mais c'était Henri qui en définissait les limites par la seule force de son mépris. Et tant que personne ne s'opposait à ce jeu cruel, il continuerait. Élodie ne se sentait pas supérieure aux autres pour autant. Elle n'avait pas l'illusion d'être plus forte que Béatrice, ni plus courageuse que Thomas. Mais elle savait désormais qu'elle ne pourrait pas se résoudre à partir comme les autres. Elle avait vu trop de visages marqués par l'épuisement, trop de silences contraints. Elle ne voulait pas devenir une victime de plus. Elle ne voulait pas que son départ devienne un chiffre de plus dans la longue liste de ceux que l'on évoquait à voix basse, avec résignation. Elle se mit à relire ses propres notes. Depuis quelque temps, elle griffonnait des impressions dans un petit carnet qu'elle gardait chez elle. Des descriptions, des phrases entendues, des réactions. Ce n'était pas un journal intime, mais un inventaire d'injustice. Une manière pour elle de ne pas laisser les choses se dissoudre dans l'oubli. En relisant ces pages, elle constata que la colère n'était plus vive. Elle était devenue autre chose. Une volonté froide, lucide. Elle n'attendait plus un miracle. Elle n'espérait plus qu'Antoine prenne une décision. Elle comprenait que si une voix devait s'élever, ce ne serait pas celle du patron. Ce serait celle de quelqu'un qui n'avait rien à perdre à dire la vérité. Et si cette voix devait être la sienne, alors elle serait prête.
Le mardi suivant, Élodie arriva plus tôt que d'habitude à la cafétéria. Le soleil se levait à peine sur les toits de Lyon et la rue encore humide de la pluie nocturne semblait figée dans un calme momentané. Elle voulait profiter de cette heure de silence avant l'agitation, non pour se réfugier dans la routine, mais pour provoquer une rencontre qu'elle jugeait désormais nécessaire. Elle avait pris une décision simple, comprendre Antoine. Elle ne pouvait plus se contenter d'interpréter ses silences ou de supposer ses intentions. Il lui fallait des réponses claires, des faits, une vérité qui expliquerait pourquoi un homme manifestement gentil et compétent acceptait de se faire effacer par l'ombre de son père. Elle frappa doucement à la porte de son bureau à l'étage. Une voix fatiguée lui répondit « Entrez ». Antoine était là, assis derrière son bureau encombré de dossiers, les manches retroussées, les cernes marquant son visage. Il semblait surpris de la voir, mais il l'invita à s'asseoir d'un geste poli. Elle accepta sans détour. « Je ne vais pas tourner autour du pot, Antoine, » dit-elle calmement. « Je veux comprendre. Pourquoi personne ici n'ose s'opposer à votre père? Pourquoi est-ce que vous, le propriétaire, laissez les choses se passer comme si vous n'aviez aucun pouvoir ?» Antoine resta un moment sans voix. Il observa Élodie avec un mélange de gêne et de curiosité, comme si personne auparavant n'avait osé lui poser cette question aussi directement. Puis il soupira et s'appuya contre le dossier de sa chaise. « Parce que ce n'est pas aussi simple qu'un titre de propriété, » répondit-il. « Il est mon père, et ça personne ici ne sait ce que ça veut dire. Pas vraiment. » Élodie resta silencieuse. Elle le laissa parler, consciente qu'elle venait d'ouvrir une brèche que peu avaient osé effleurer. « J'ai grandi avec lui comme modèle. Il m'a tout appris sur la rigueur, le goût du détail, l'exigence, mais il ne donnait jamais d'encouragement, pas une fois. Tout était compétition, perfection, silence. Un compliment était une faiblesse, l'émotion, une faute. Quand j'ai ouvert cette cafétéria, je pensais que ce serait mon projet, mon espace, ma liberté. Mais dès les premières semaines, il a commencé à venir, à donner son avis, à faire des remarques. Je ne les ai pas contestées. Et très vite, il a pris sa place. Pas officiellement, juste par son regard, par sa voix, par ses silences. Et moi, je l'ai laissé faire. Ses doigts jouaient avec un stylo sur le bureau. Il ne fuyait pas le regard d'Élodie, mais il semblait se battre contre ses propres souvenirs. À chaque fois que je voulais m'imposer, j'entendais encore sa voix dans ma tête. Une voix qui dit que je ne suis pas prêt, que je ne suis pas assez bon, que sans lui, je vais échouer. Je ne sais pas à quel moment j'ai cessé de croire que j'avais le droit de décider ici. Peut-être que je ne l'ai jamais cru. Élodie comprenait mieux maintenant. Henri n'exerçait pas son pouvoir uniquement sur les autres, il l'exerçait d'abord sur son propre fils. Ce n'était pas un simple conflit de génération ou une opposition de vision. C'était un système, une structure invisible mais solide, construite depuis l'enfance d'Antoine, basée sur la domination psychologique. Henri n'avait pas besoin d'imposer des règles. Il avait imprimé en Antoine une norme intérieure, une autorité intégrée. Le combat n'était pas à mener contre un père présent, mais contre une figure omniprésente dans l'esprit de son fils. « Et maintenant ?» demanda Élodie sans agressivité. « Vous allez continuer comme ça jusqu'à quand ?» Antoine ferma les yeux un instant. Il avait l'air d'un homme qui entend pour la première fois une question qu'il aurait dû se poser depuis longtemps. « Je ne sais pas, » répondit-il. « Jusqu'à ce que quelqu'un me force à faire autrement, peut-être. » Cette réponse, honnête dans sa faiblesse, ne fut pas un aveu de lâcheté. C'était la preuve qu'Antoine était conscient de son enfermement, mais qu'il ne savait pas encore comment en sortir. Élodie se leva sans fracas. « Je ne suis pas là pour vous forcer, Antoine, mais je ne serai pas complice. Plus maintenant. » Elle le salua poliment et quitta la pièce, laissant derrière elle un silence chargé de réflexion. En redescendant, elle sentit un étrange mélange de tristesse et de lucidité. Antoine n'était pas son ennemi. Il était le premier captif d'une logique qu'il n'avait pas choisie, mais à laquelle il avait trop longtemps obéi. Et comme tous les captifs trop habitués à leur chaîne, il ne chercherait à s'en libérer que si quelqu'un osait briser le silence le premier. Ce soir-là, de retour chez elle, Élodie relut ses notes. Elle y ajouta une nouvelle page sobrement intitulée « L'origine ». Elle y écrivit que la peur ne naissait pas de l'agressivité de Henri, mais de l'inertie de ceux qui n'osèrent pas remettre en question l'ordre établi. Que la violence la plus efficace n'était pas celle qui frappe, mais celle qui fait douter les gens de leur propre valeur. Que parfois le courage ne consistait pas à affronter un tyran,
mais à sortir de la posture d'enfant face à lui. Puis, lentement, elle glissa dans son sac un document qu'elle avait imprimé la veille, sa lettre de démission. Elle ne comptait pas l'utiliser, pas encore, mais elle voulait l'avoir sur elle comme une promesse qu'elle ne resterait pas prisonnière. Ce ne serait pas une fuite, ce serait une sortie digne, si nécessaire. Mais d'abord, elle attendrait. Elle verrait si le silence se brisait. Elle verrait si, dans ce lieu où tout le monde courbait l'échine, quelqu'un finirait par se redresser. Et s'il n'y avait personne, alors ce serait elle. Les jours suivants furent marqués par une tension sourde, mais désormais pour Élodie, cette tension ne provoquait plus la même paralysie. Ce n'était plus un étau sur sa gorge, mais une alerte constante, un compte à rebours intérieur. Chaque geste, chaque regard échangé dans la cafétéria, chaque mot prononcé avec prudence entre les employés, confirmait ce qu'elle avait compris. Tout le monde avait appris à survivre. Mais survivre n'était pas vivre. Et elle refusait de s'en contenter. Une idée prenait forme dans son esprit, irréversible. Elle ne laisserait plus Henri Dufort la piétiner sans conséquence. Elle en avait assez d'attendre un miracle. Elle avait compris que, dans ce lieu, personne n'allait agir à sa place. Elle serait l'interruption du cycle. Elle commença par des choses simples. Un matin, elle arriva encore plus tôt que d'habitude, vérifia toutes les tables avec soin, installa chaque élément du service comme elle le faisait toujours, mais avec une précision presque militaire. Elle ne le faisait pas pour Henri, elle ne le faisait pas pour plaire, elle le faisait pour elle, pour sa propre dignité. Elle se disait que si une confrontation devait avoir lieu, elle se présenterait avec une posture irréprochable. Ce serait une ligne claire, une manière de dire « Je ne suis pas faible, je suis préparée ». Elle imprima une nouvelle fois sa lettre de démission, cette fois avec la date du jour. Elle la relut 2 fois, pesa chaque mot. Il n'y avait pas de plainte, pas de rancune, juste un constat simple et clair sur son refus de tolérer une forme d'autorité fondée sur l'humiliation. Elle glissa la lettre dans la poche intérieure de son manteau. Elle n'avait pas l'intention de la remettre aujourd'hui. Elle n'espérait pas partir. Elle espérait en vérité ne pas avoir à l'utiliser. Mais elle avait besoin de savoir que cette sortie existait, qu'elle ne resterait pas une victime silencieuse comme tant d'autres avant elle. Si elle devait partir, ce ne serait pas en ravalant des larmes, mais en tenant tête. Ce qui l'étonnait, c'était à quel point les choses pouvaient basculer intérieurement, sans que le monde autour change d'un centimètre. Thomas continuait à préparer ses cafés dans un silence appliqué. Claire corrigeait les stocks avec sa rigueur habituelle. Camille, la jeune serveuse du week-end, parlait de son université pendant les pauses, comme si l'univers du travail n'était qu'une parenthèse. Antoine restait discret, enfermé dans son bureau, fuyant le rez-de-chaussée dès que la salle se remplissait. Personne ne voyait encore ce qu'Élodie préparait. Ce n'était pas un plan, c'était un seuil, une frontière mentale qu'elle avait franchie seule, une ligne qu'elle ne reculerait plus. Elle passa le jeudi dans cet état de concentration muette. Elle servit chaque client avec calme, mais sans le sourire automatique auquel elle s'était autrefois accoutumée. Son visage était serein, mais son regard plus direct. Elle n'avait plus peur de croiser les yeux des clients, ni ceux de ses collègues. Quelque chose dans sa posture trahissait cette transformation silencieuse. Thomas lui lança un regard interrogateur en fin de journée, mais n'osa pas poser de questions. Claire, elle, sembla pressentir que quelque chose se préparait. Elle s'approcha d'Élodie pendant qu'elle nettoyait les tables et lui murmura presque comme une confession « Je ne sais pas ce que tu as en tête, mais fais attention. Il peut être pire que ce que tu crois. » Élodie la remercia d'un signe de tête sans répondre. Elle savait que Claire parlait d'expérience, mais le mot « pire » ne suffisait plus à l'effrayer. Ce qui l'effrayait désormais, c'était de continuer à faire semblant. C'était de s'oublier comme d'autres s'étaient oubliés avant elle. La peur ne la protégeait plus. Elle ne faisait que retarder l'inévitable. Le vendredi, Élodie sentit un changement dans le tempo de la journée. Il y avait dans l'air cette attente lourde que l'on reconnaît dans les lieux où la menace est devenue rituelle. On ne savait pas si Henri allait venir, mais chacun travaillait comme s'il était déjà là. Les voix étaient plus basses, les gestes plus lents. Même les clients semblaient remarquer une retenue dans l'atmosphère, un calme forcé. Élodie, elle, ne jouait plus ce jeu. Elle agissait avec une assurance nouvelle, sans arrogance mais sans effacement. Elle passa un moment à observer la porte d'entrée entre 2 commandes. Elle se demandait s'il viendrait aujourd'hui. Et si oui, dans quelles conditions? Serait-il plus agressif? Plus silencieux? Chercherait-il une nouvelle cible?
Elle n'avait pas de réponse, mais elle savait que peu importait la forme. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle ferait à ce moment-là. En fin d'après-midi, elle alla voir Antoine. Elle frappa à sa porte avec la même détermination qu'elle avait eue quelques jours plus tôt. Il lui ouvrit, surpris de la revoir aussi vite. Elle entra sans attendre son invitation. Elle ne portait pas la lettre de démission, mais elle la sentait dans sa poche comme une arme prête à être dégainée. « Je veux que vous sachiez quelque chose, dit-elle. Je ne vais pas supporter une nouvelle humiliation. Pas une. Si votre père recommence, je ne me tairai pas. Je ne ferai pas semblant que c'est acceptable, et je n'attendrai pas que vous interveniez. Ce n'est pas une menace. C'est une certitude. » Antoine, pâle, baissa les yeux. « Je comprends, » murmura-t-il. « Non, vous ne comprenez pas encore, mais vous comprendrez. Et ce jour-là, j'espère que vous serez du bon côté. » Elle sortit du bureau sans attendre de réponse. En descendant les escaliers, elle ne sentit pas de fierté particulière. Ce n'était pas une victoire, c'était un avertissement. Elle avait dit ce qui devait l'être, elle avait déplacé la responsabilité. Ce qui allait arriver maintenant ne dépendrait plus que de lui. Le soir, seule chez elle, elle sortit la lettre de démission de sa poche, la posa sur la table et la relut une dernière fois. Elle ne modifia rien. Elle la plia avec soin et la rangea dans une enveloppe blanche. Elle se coucha tard, mais sans agitation. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit le sommeil venir sans résistance. Elle n'attendait plus. Elle était prête. Et dans sa tête, une seule pensée revenait, comme une promesse simple. Si c'est pour partir, alors je partirai debout. Le samedi matin arriva chargé d'un calme presque artificiel. À l'extérieur, la ville s'éveillait lentement sous une lumière froide et bleue, typique des débuts de journée d'hiver à Lyon. À l'intérieur de la cafétéria Les Trois Matins, tout semblait fonctionner selon les habitudes établies. Les premières commandes défilèrent déjà, les tables se remplissaient et le parfum familier du café frais flottait dans l'air. Pourtant, derrière les gestes automatiques, une attente sourde habitait le personnel. Personne ne disait rien, mais chacun savait que ce jour n'aurait rien d'ordinaire. Élodie, quant à elle, agissait avec une concentration particulière. Tout en servant les clients avec la précision qu'on lui connaissait, elle jetait régulièrement un œil vers la porte d'entrée. Elle ne s'attendait plus à une surprise. Elle s'attendait à ce qu'ils viennent. Elle le sentait. Et à 9h35, la porte s'ouvrit. Henri Dufort entra. Le bruit des conversations baissa d'un ton, presque imperceptiblement. Quelques clients tournèrent la tête, d'autres continuèrent à parler, mais avec plus de retenue. Les employés, eux, réagirent comme un seul corps. Claire se raidit derrière le comptoir. Thomas baissa les yeux sur ses tasses. Camille, qui passait avec un plateau, ralentit brièvement sa marche. Personne ne parla. Henri, comme toujours, ne salua personne. Il traversa la salle d'un pas lent, mesuré, imposant. Son manteau noir était parfaitement boutonné, son écharpe soigneusement ajustée. Il s'installa à sa table habituelle, près de la vitrine, en posant son chapeau avec le même cérémonial que d'habitude. Il observa la pièce, puis croisa le regard d'Élodie. Elle ne détourna pas les yeux. Il leva 2 doigts, pas pour demander un service, pour désigner. Élodie comprit. Il la voulait, elle, pour le servir. Pas Thomas, pas Camille. Elle. Il voulait reproduire le schéma habituel, recommencer ce qu'il savait faire. Mais ce matin, ce ne serait pas pareil. Élodie prit une profonde inspiration. Elle se dirigea vers lui avec calme, le bloc-notes à la main. Elle ne souriait pas. Elle ne jouait aucun rôle. Elle ne portait sur son visage que la sincérité froide de quelqu'un qui ne craint plus rien. « Bonjour », dit-elle simplement d'un ton neutre. Henri ne répondit pas à la salutation. Il regarda la carte quelques secondes, puis déclara, assez fort pour être entendu à la table voisine, « Un double espresso. Servez-le correctement cette fois. » Élodie nota sans broncher. Elle n'eut aucun sursaut, aucun tressaillement. Elle retourna au comptoir, prépara elle-même la commande avec méthode. Thomas l'observait du coin de l'œil. Claire, elle, fixait un point dans le vide, comme si elle craignait d'assister à quelque chose d'inévitable. Une fois le café prêt, Élodie le posa sur un plateau, s'approcha lentement de la table d'Henri et déposa la tasse avec soin. Il ne la remercia pas. Il porta la tasse à ses lèvres, but une gorgée et reposa le tout avec un bruit sec. « Toujours aussi médiocre, dit-il. » Ce fut dit sans théâtralité. Pas un cri, pas un éclat,
mais avec la même intention destructrice, comme une attaque froide, chirurgicale. Il ne regardait même pas Élodie en face. Il parlait comme s'il s'adressait à un objet défectueux. Mais cette fois, la scène ne suivit pas son cours habituel. Élodie, droite, répondit « Ce café est parfaitement préparé, monsieur Dufort. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais vous ne me parlerez plus sur ce ton. » Le silence dans la cafétéria fut immédiat. Un client en train de mordre dans une brioche s'arrêta, la bouchée suspendue. Une mère interrompit son explication à son enfant. Camille, qui essuyait une table à quelques mètres, resta figée. Même Thomas se figea, sa main sur le moulin à café. Tous les regards se tournèrent vers la table près de la vitrine. Henri leva les yeux, lentement. Il la fixa comme si elle venait de briser une règle sacrée. « Pardon » dit-il, sourcils froncés. « J'ai dit que je n'acceptais plus d'être humilié, ni aujourd'hui, ni un autre jour. » Sa voix n'était pas haute, elle ne criait pas, elle ne tremblait pas. Elle parlait avec une clarté calme, un ton ferme que rien ne pouvait interrompre. C'était cette sérénité, plus que les mots eux-mêmes, qui rendaient la scène irréversible. Henri recula légèrement sur sa chaise. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'incrédulité. Il n'était pas préparé à cette réponse, pas dans cet espace, pas devant témoins. Il posa lentement la cuillère qu'il tenait. « Vous ne savez pas à qui vous parlez, » dit-il, la voix plus basse, mais menaçante. « Je sais exactement à qui je parle, et je ne suis pas impressionné. » Un frisson traversa la pièce. Les clients échangèrent des regards, mais personne n'intervint. Personne ne fit mine de changer de sujet ou de détourner l'attention. C'était comme si chacun comprenait que quelque chose d'essentiel était en train de se jouer. Une scène que l'on vit rarement, mais qui marque un lieu à jamais. Henri inspira profondément, ses lèvres pincées, comme s'il allait riposter. Mais aucun mot ne sortit. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Son regard passa d'Élodie au client qui l'observait, puis à Thomas derrière le comptoir, puis à Claire, toujours immobile. Il semblait chercher une complicité, un soutien, une validation. Il ne trouva rien. Élodie, elle, ne bougeait pas. Elle restait là, debout, face à lui, les bras croisés devant elle, le menton droit. Elle ne souriait pas. Elle ne défiait pas. Elle constatait. Elle énonçait ce qu'il aurait fallu dire depuis des années, qu'il n'avait aucun pouvoir ici. Pas sur elle, pas sur les autres. La salle resta silencieuse encore de longues secondes. Henri finit par détourner les yeux. Il saisit sa tasse, but une nouvelle gorgée et reposa la porcelaine sans un mot. Le café n'était plus médiocre, ou peut-être l'était-il toujours, mais il n'osa plus commenter. Élodie fit un pas en arrière, puis tourna les talons, regagna le comptoir et reprit son service comme si de rien n'était. Elle croisa brièvement le regard de Thomas, qui avait les lèvres entr'ouvertes, comme s'il allait parler, mais il ne dit rien. Ce regard, cependant, disait beaucoup. Claire, elle, ne reprit ses mouvements qu'au bout d'une minute entière. Le moment était passé. Mais rien ne serait plus comme avant. L'atmosphère dans la cafétéria les 3 matins, d'ordinaire discrète et tempérée, s'était transformée en une suspension étrange. Après les mots clairs et implacables d'Élodie, le silence n'avait pas été celui d'un apaisement, mais plutôt celui d'un vide tendu, d'un équilibre précaire sur le point de rompre. Chaque mouvement paraissait amplifié. Le cliquetis d'une cuillère, le frottement d'un tissu contre une chaise. Même le bruit du chauffage qui s'enclenchait au mur prenait une dimension anormalement perceptible. On aurait dit que le temps hésitait à reprendre son cours. Henri Dufort, toujours assis à sa table près de la vitrine, ne bougeait pas. Sa main droite reposait sur le manche de sa cuillère, immobile. Il ne fixait plus Élodie. Il fixait la surface du café, comme si une réponse s'y cachait. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui parle ainsi. Jamais. Et encore moins en public. Il n'avait pas prévu ce scénario. Il cherchait peut-être un moyen de reprendre le contrôle, de restaurer l'équilibre de pouvoir auquel il était habitué. Mais le contexte ne le permettait plus. Autour de lui, les clients gardaient le silence, pas par indifférence, mais par respect. Il n'était pas là pour assister à un conflit, mais maintenant qu'il l'avait vu, il refusait de détourner le regard. Quelque chose de fondamental se déroulait devant eux, et personne ne voulait être celui qui l'interromprait par une parole déplacée. Même les plus réguliers, ceux qui connaissaient Henri de vue sans jamais lui parler, ressentaient que la scène n'était pas une simple altercation, mais une rupture, une faille ouverte dans un système vieux de plusieurs années. Du côté du comptoir, Élodie continuait son service avec la même régularité.
Elle avait repris son plateau, servi une commande, nettoyé une table. Mais dans son regard, la concentration avait changé de nature. Elle n'agissait plus sous tension, mais avec la fermeté d'une décision assumée. Elle n'attendait plus que quelqu'un vienne la soutenir. Elle avait déjà franchi le seuil. Et puis, soudain, Antoine apparut. Il descendait l'escalier en bois, visiblement alerté par le silence inhabituel ou par l'intuition que quelque chose d'inhabituel se passait. Il n'avait pas été là durant l'échange. Son regard parcourut la salle, s'arrêta sur son père, puis glissa vers Élodie. Le lien entre les deux se fit sans mots. Il comprit. Il lut dans les visages, dans les regards détournés, dans l'arrêt du temps. Il savait que quelque chose avait changé. Il le sentait dans son ventre. Il s'avança de quelques pas, hésita, puis se redressa. Tout son corps exprimait le dilemme. Il y avait en lui cette inertie longue, ce poids accumulé depuis l'enfance. Mais il y avait aussi une peur différente, nouvelle, celle de rester silencieux encore une fois. Henri leva enfin la tête. Il croisa le regard de son fils. Et dans cette fraction de seconde, toute l'histoire non dite entre eux se matérialisa. Le père, habitué à ne jamais être remis en cause. Le fils, éduqué pour ne jamais s'opposer. Le premier figé dans son autorité. Le second, prisonnier de son rôle. Élodie s'arrêta à proximité du comptoir, observant la scène sans intervenir. Elle ne voulait pas forcer Antoine, mais elle le fixait volontairement. Elle lui offrait une sortie, une opportunité de ne plus fuir, une chance de s'aligner. Antoine s'avança d'un pas ferme. Il passa entre les tables, contourna un couple silencieux, s'approcha de la table d'Henri et s'arrêta juste devant lui. Le silence se resserra. Tous attendaient. Tous savaient que ce moment n'avait jamais eu lieu auparavant. Antoine n'avait jamais osé s'opposer à son père, ni dans la sphère privée, ni dans l'espace professionnel. Il avait toujours reculé, toujours différé, toujours contourné. Mais là, il n'y avait plus de place pour l'esquive. « Papa !» dit-il d'une voix audible mais maîtrisée. Henri leva lentement les yeux vers lui, le regard dur, comme s'il voulait l'avertir d'un mot à venir. « Tu n'as plus d'autorité ici, » poursuivit Antoine. « Cette maison, c'est la mienne. Ces décisions, ce sont les miennes. Et tu ne parleras plus jamais à mes employés de cette manière. Plus jamais. » Ce ne fut pas un cri. Ce fut une déclaration, une fracture nette. Un frémissement passa dans la salle. Ce n'était pas une ovation, pas encore, mais une série de respirations suspendues qui se relâchaient. Henri resta muet. Il ouvrit la bouche comme pour répliquer puis la referma. Le choc sur son visage n'était pas celui d'un homme offensé, mais celui d'un homme déstabilisé, qui perd le sol familier sous ses pieds. Élodie le regardait, immobile. Elle n'éprouvait pas de triomphe, pas de vengeance. Elle constatait simplement que la structure s'effondrait, que les piliers invisibles de l'intimidation se fissuraient. Elle n'avait pas attendu qu'Antoine agisse, mais maintenant qu'il l'avait fait, quelque chose de plus grand se dessinait. Thomas, derrière le comptoir, essuya une tasse avec lenteur, les yeux fixés sur la scène. Claire posa enfin la main sur la caisse, mais ne tapa aucun montant. Elle regardait Antoine, bouche entr'ouverte. Camille, elle, s'était arrêtée nette, un plateau en main, comme une photographie en pleine action. Henri se leva, lentement. Il saisit son chapeau, ajusta son manteau. Aucun mot ne sortit de sa bouche. Il regarda Antoine longuement, comme pour jauger la portée de ses paroles. Puis, sans un regard pour les autres, il tourna les talons, se dirigea vers la porte et sortit. Et ce fut là que le silence se rompit. D'abord par un murmure, puis par un battement de main. Un client assis au fond applaudit doucement. Un autre suivit, puis une troisième. Ce n'était pas un tonnerre d'applaudissements, mais un soutien discret, digne, une validation silencieuse d'un moment attendu depuis longtemps. Personne ne riait, personne ne criait, mais tous comprenaient que quelque chose venait de basculer. Antoine resta debout, les bras le long du corps. Son regard alla d'un client à l'autre, puis s'arrêta sur Élodie. Il ne dit rien, mais ses yeux parlaient. Il y avait de la reconnaissance. Et peut-être, pour la première fois, un début de paix. Lorsque Henri quitta la cafétéria, la porte se referma lentement derrière lui avec un grincement long, comme pour souligner la fin d'un acte. À l'intérieur, le silence se prolongea quelques secondes supplémentaires, non pas par peur, mais par cette forme de solennité qui accompagne les moments de rupture définitive. Il n'y avait pas eu de cris, pas eu d'insultes, pas eu de renversement théâtral. Ce qui venait de se passer était plus puissant dans sa simplicité. Un refus clair, une limite posée, un fils debout devant son père.
Antoine restait figé près de la table vide qu'Henri venait de quitter. Il semblait encore mesurer l'ampleur de ce qu'il venait de faire. Ses épaules étaient droites, mais ses mains trahissaient un léger tremblement. Le silence fut interrompu par un bruit léger, celui des clients qui reprenaient lentement leur conversation. Aucun éclat, aucune agitation. Juste un retour progressif à une normalité nouvelle, différente, mais apaisée. La tension avait été expulsée, comme l'air d'une pièce trop longtemps confinée. Claire fut la première à bouger. Elle contourna le comptoir, s'approcha d'Antoine, posa brièvement une main sur son bras et le regarda sans un mot. Il hocha légèrement la tête, signe qu'il avait compris. Puis elle retourna à son poste, visiblement soulagée. Thomas, quant à lui, leva les yeux vers Élodie et lui adressa un regard où se mêlaient admiration, gratitude et étonnement. Il ne dit rien, mais tout dans son expression disait « Tu l'as fait ». Élodie, elle, resta un instant à sa place, observant Antoine. Elle ne cherchait pas un remerciement. Elle ne voulait pas d'éloge. Ce n'était pas un moment pour cela. Ce qui comptait, c'était la suite, l'après. Parce que briser une domination ne suffit pas. Il faut reconstruire sur des bases nouvelles, solides, sincères, et elle savait que ce serait la partie la plus difficile. Antoine fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à se trouver face à elle, de l'autre côté du comptoir. Il s'appuya légèrement comme pour ancrer ses mots. « Merci », dit-il simplement, pour ne pas avoir baissé les yeux. Élodie le fixa un instant avant de répondre posément. Il fallait que quelqu'un le fasse. Mais c'était à vous de terminer ce que vous aviez laissé durer trop longtemps. Il baissa les yeux. Une seconde. Elle ne cherchait pas à l'humilier, seulement à rappeler la vérité. Il acquiesça. « Je le sais, et je m'en veux. Pas seulement pour aujourd'hui, pour tout ce que j'ai laissé passer, pour les départs, les silences, les abandons. J'ai cru que je protégeais quelque chose. Mais en réalité, j'étais complice. Les mots étaient dits avec lenteur mais sans détour. Antoine ne fuyait plus. Il parlait comme un homme qui accepte enfin d'assumer. Élodie sentit que ce n'était pas une posture passagère. Il avait compris. Le reste de la matinée se déroula sans incident. Henri ne revint pas, et personne ne s'attendait à le revoir de sitôt. Les employés retrouvèrent progressivement un rythme normal, mais avec un ton différent. On se regardait davantage dans les yeux. On se parlait un peu plus. Les gestes étaient moins précipités, moins tendus. Même les clients semblaient sentir que quelque chose avait changé dans l'air. La lumière paraissait plus douce à travers les vitres, ou peut-être était-ce simplement l'absence de peur qui rendait tout plus clair. Après le service du déjeuner, Antoine réunit l'équipe dans l'arrière-salle. Il n'était pas du genre à convoquer des réunions. C'était peut-être la première fois qu'il prenait une initiative collective, sans que ce soit une formalité ou une contrainte. Ils s'assirent tous autour de la petite table de pause, chacun avec une tasse de café ou un verre d'eau. Antoine prit une grande inspiration avant de commencer. « Je veux que vous sachiez que ce qui s'est passé ce matin ne se reproduira plus. Mon père ne mettra plus les pieds ici. C'est une décision que je prends officiellement. Et je l'assumerai. » Personne ne parla tout de suite. Thomas tapota la table doucement, comme pour rompre le silence. Camille, les bras croisés, regardait Antoine avec des yeux attentifs. Claire hochait lentement la tête. Antoine poursuivit. « Je sais que beaucoup d'entre vous ont souffert en silence. Certains sont partis, d'autres ont voulu le faire. Moi-même, je suis resté enfermé dans ce rôle qui m'a été imposé. Mais c'est fini. Je veux repartir sur des bases saines. Pas seulement sans mon père, mais aussi avec plus de respect entre nous. Plus de transparence. Je ne veux plus que qui que ce soit se sente seul ici. » Il se tourna vers Élodie. « Et toi, tu m'as montré ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Tu m'as obligé à me regarder en face, ce n'est pas rien. Tu as été plus patron que moi. » Elle ne répondit pas. Elle ne chercha pas à nier ni à se détourner. Elle accueillit ses paroles comme un constat, pas comme une louange. Il poursuivit. « J'aimerais que tu participes aux décisions à venir, pas comme employé, mais comme partenaire. Je veux bâtir quelque chose avec ceux qui veulent rester, et je veux que tu en fasses partie. » La proposition tomba comme une pierre dans un lac calme. Claire leva les sourcils. Thomas esquissa un sourire discret. Camille murmura un ça alors, à peine audible. Élodie, elle, ne répondit pas immédiatement. Elle prit le temps de sentir le poids réel de ses mots. Ce n'était pas une récompense. Ce n'était pas une promotion offerte sur un coup de tête. C'était une main tendue vers une reconstruction, une invitation à faire partie d'un renouveau. « Je réfléchirai. »
dit-elle simplement. Mais je suis là, et je reste debout. C'était sa manière de dire oui. Antoine comprit. Les autres aussi. Ils quittèrent la salle un par un pour retourner à leurs tâches. Mais aucun d'eux ne voyait plus le lieu de la même façon. Le cycle avait été brisé, non par une révolution éclatante, mais par un acte de courage suivi d'une prise de responsabilité. Et désormais, tout restait à faire, mais cette fois, ensemble. La semaine qui suivit fut comme une nouvelle saison qui s'installe sans bruit, mais dont chaque détail signale un changement profond. À la cafétéria les 3 matins, rien n'avait été dit officiellement aux clients, aucun panneau n'avait été affiché, aucune annonce publique n'avait été faite. Et pourtant, tous ceux qui fréquentaient l'endroit sentaient que quelque chose avait cédé. Les employés marchaient plus droit. Les sourires, auparavant mécaniques ou prudents, étaient redevenus naturels. Les échanges entre collègues n'étaient plus ponctués de silences lourds ou d'interruptions brusques. Ce qui avait régné dans l'ombre pendant des années, cette présence non dite, cette autorité qui n'avait jamais été remise en question, n'existait plus. Henri Dufort ne reparut pas, ni le lendemain, ni les jours suivants. Aucune lettre, aucun appel, aucun messager, rien. Son absence n'était pas un détail, mais un séisme silencieux. Le genre d'absence qui, en d'autres circonstances, aurait pu susciter des interrogations, de l'inquiétude, voire de la nostalgie chez certains. Mais ici, elle fut accueillie comme un soulagement. Personne ne prononça son nom à haute voix, mais chacun respirait plus librement. Ce fut Claire qui, la première, osa évoquer ouvertement le changement. Lors d'une pause entre 2 services, alors que Thomas terminait une commande et que Camille réorganisait les vitrines de pâtisserie, elle lâcha simplement, sans théâtralité, « Je n'ai jamais vu la salle aussi tranquille ». Ce n'était pas une remarque sur l'activité commerciale. Elle parlait du climat, de l'ambiance, et tout le monde le comprit. Élodie, qui essuyait les tasses au fond du comptoir, croisa brièvement son regard. Pas de mots. Juste une reconnaissance mutuelle de ce qu'elles avaient traversé. Ce qui étonna le plus dans les jours qui suivirent, ce ne fut pas le silence de Henri, mais l'attitude d'Antoine. Il n'était plus le même. Son corps, auparavant replié, semblait s'être déplié. Il parlait plus distinctement, s'adressait aux employés avec une clarté nouvelle. Il passait du temps en salle, sans fuir dans son bureau comme avant. Il posait des questions, écoutait les réponses, proposait des idées. Ce n'était pas une métamorphose spectaculaire, mais une reprise de rôle. Celui d'un homme qui commence enfin à occuper la place qui lui revenait. Antoine réorganisa certains aspects de la gestion. Rien de brutal. Pas de restructuration soudaine, pas de changement d'équipe, mais des gestes simples et significatifs. Il mit en place une réunion hebdomadaire avec toute l'équipe. Il proposa que chacun puisse soumettre des idées d'amélioration, de façon anonyme ou non. Il demanda à Claire d'évaluer les besoins en formation pour renforcer les compétences du personnel, non pas par méfiance, mais parce qu'il voulait que chacun puisse évoluer. Et surtout, il demanda à Élodie de participer à ses décisions, comme il l'avait promis. Élodie hésita d'abord, non par défiance, mais parce qu'elle ne voulait pas devenir un symbole figé. Elle ne voulait pas qu'on la voie uniquement comme celle qui avait osé. Ce n'était pas un trophée qu'elle cherchait. Ce qu'elle désirait, c'était un lieu juste, fonctionnel, respectueux, un espace de travail digne. Elle accepta de collaborer, mais à sa manière. Elle proposa des ajustements dans la rotation des tâches, suggéra d'ouvrir des créneaux horaires pour des formations internes, insista sur la nécessité de créer un espace de repos digne de ce nom pour les pauses. Antoine écouta, nota, mit en œuvre. Peu à peu, d'anciens clients qui avaient disparu revinrent. Certains avouèrent qu'ils évitaient les lieux à cause de l'atmosphère pesante. D'autres, plus discrets, félicitèrent Élodie d'un regard appuyé ou glissèrent à Antoine qu'ils appréciaient le nouveau souffle du lieu. Une cliente âgée, habituée de longue date, vint même confier à Claire qu'elle n'avait jamais osé venir seule certains jours, de peur de tomber sur le vieux monsieur désagréable. Mais ce fut une remarque inattendue qui marqua un tournant dans l'opinion collective. Un mercredi après-midi, alors que la salle était animée, une femme élégante dans la cinquantaine s'approcha du comptoir après avoir terminé son café. Elle demanda à parler à la serveuse qui l'avait servie. Élodie s'avança. La femme la fixa un instant puis dit « Je ne viens pas souvent, mais aujourd'hui je suis venue exprès. Mon mari m'a parlé de ce qui s'est passé ici. Il m'a dit « Tu devrais voir cette jeune femme.
Elle a fait ce qu'aucun de nous n'a jamais osé faire. Alors, je suis venu. Pour voir. Et je comprends maintenant. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle sourit et quitta la salle. Élodie, troublée, retourna à son poste sans un mot. Ce moment, plus que tout autre, lui fit comprendre que ce qu'elle avait fait dépassait son propre acte. Il s'agissait désormais d'un repère, d'une référence, non pas une légende à glorifier, mais un événement qui, sans tapage, avait modifié les équilibres. Et pendant ce temps, Henri restait absent. Personne ne savait s'il reviendrait un jour. Certains pensaient qu'il n'oserait plus. D'autres murmuraient qu'il avait compris qu'il avait été trop loin. Antoine ne parlait plus de lui. Pas par déni, mais parce qu'il avait tourné la page. Il avait repris le contrôle de son espace, de son nom, de son rôle. Et ce faisant, il avait, sans mots, mis fin à l'empire invisible que son père avait bâti à coups de silence lourd et de regards tranchants. Le dernier signe du changement fut presque anodin. Un matin, Antoine fit décrocher le cadre accroché dans l'arrière-boutique. Un vieux portrait de famille montrant Henri, jeune, posant devant un café qu'il avait dirigé autrefois. C'était un souvenir, mais aussi un rappel constant. Antoine le décrocha, l'enveloppa dans un tissu et le rangea dans une armoire. Il ne le jeta pas, il ne le détruisit pas, il le rangea, à sa place, là où il ne gouvernerait plus. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'un lieu se transforme. Les murs, les meubles, les objets, eux, restent les mêmes. Mais les habitudes, les attitudes et les regards, eux, changent. Lentement, méthodiquement. À la cafétéria. Les 3 matins, ce que les clients et les employés ressentaient désormais chaque matin n'était plus seulement du soulagement. C'était un commencement. Pas une révolution soudaine, mais une respiration continue, comme si les poumons de l'endroit se remplissaient enfin d'un air purifié après des années d'oppression discrète. Élodie, qui autrefois arrivait avec une tension dans la nuque et un poids dans la poitrine, sentait désormais une clarté nouvelle dès qu'elle poussait la porte du café. Son rythme de travail n'avait pas ralenti. Les tâches restèrent les mêmes. Servir, nettoyer, vérifier, écouter. Mais la fatigue n'avait plus la même texture. Elle n'était plus morale. Elle était simplement physique, ce qui est très différent. Elle n'usait plus de faux sourires. Elle n'encaissait plus les remarques venimeuses ou les regards méprisants. Elle travaillait, et pour la première fois depuis longtemps, cela suffisait. La dynamique entre collègues avait elle aussi évolué. Les échanges entre les membres de l'équipe étaient plus ouverts, plus directs, mais surtout plus honnêtes. Thomas, autrefois renfermé et nerveux, se surprenait parfois à faire des remarques humoristiques au milieu du service. Claire, bien qu'encore prudente dans ses mots, était visiblement plus sereine. Elle participait activement aux réunions instaurées par Antoine, non plus comme une exécutante, mais comme une interlocutrice écoutée. Même Camille, jeune et encore en phase d'apprentissage, osait désormais poser des questions, proposer des idées, sans crainte de se faire rabrouer. Antoine, de son côté, n'avait pas relâché son engagement. Ce qu'il avait amorcé en brisant publiquement le pouvoir symbolique de son père, il le poursuivait à travers des gestes concrets. Il avait réorganisé le fonctionnement de certaines plages horaires, mis en place des entretiens individuels mensuels pour que chacun puisse exprimer ses besoins ou ses insatisfactions. Mais surtout, il avait tenu parole. Élodie participait désormais aux décisions stratégiques en tant que représentante de l'équipe de service. Elle ne siégeait pas à un comité ou une structure artificielle. Elle venait chaque semaine discuter avec Antoine autour d'un café et ensemble, ils ajustaient ce qui devait l'être. Il lui avait même confié un dossier, la révision de la carte des boissons et des encas, une mission que, d'habitude, il gardait pour lui seul. Mais cette fois, il lui avait dit « Tu connais mieux les clients que moi. Tu sais ce qu'ils veulent, ce qu'ils laissent dans les assiettes, ce qu'ils redemandent. » Elle avait pris ce rôle au sérieux, interrogeant ses collègues, notant les retours, analysant les tendances. Le mois suivant, une nouvelle carte vit le jour, sobrement intitulée « Les essentiels ». Le retour fut immédiat. Les clients appréciaient, les commandes augmentèrent légèrement. Mais surtout, l'équipe se sentit concernée, impliquée, respectée. Quant à Henri Dufort, il demeura un fantôme du passé. Il n'avait plus reparu, et personne ne savait où il passait désormais ses journées. Une ou deux fois, un client évoqua son absence à haute voix, mais sans insister. La simple évocation de son nom provoquait une gêne, un souvenir que l'on préférait ne pas déterrer. Ce silence, pour une fois, ne pesait pas. Il protégeait. Il ne dissimulait pas la honte.
Il préservait la paix retrouvée. Un vendredi matin, Élodie arriva un peu plus tôt que d'habitude. Elle avait prévu de faire une inspection discrète du stock avant l'ouverture. En traversant la salle encore vide, elle s'arrêta devant la table près de la vitrine. Celle-là même qu'Henri occupait toujours. Personne ne s'y était assis depuis son départ. Par respect, ou peut-être par superstition. Elle regarda la lumière du jour filtrer à travers la vitre, jouant sur la surface du bois. Puis, sans raison particulière, elle tira la chaise et s'assit. Rien ne se passa. Aucun souvenir oppressant. Aucun frisson de malaise. Juste une chaise, une table, une lumière. Elle comprit que ce lieu, autrefois monopolisé par la peur, était à nouveau un espace neutre. Et que sa simple présence là, sans frémir, était une victoire. Elle se leva, réajusta la chaise et reprit son chemin vers la réserve. Les clients aussi avaient changé dans leur comportement. Ceux qui venaient depuis longtemps semblaient plus ouverts, plus expressifs. Ils prenaient le temps de discuter avec le personnel, de poser des questions sur les produits, de féliciter pour le service. L'un d'eux, un professeur à la retraite qui venait chaque mardi lire son journal, déclara un matin à voix haute, en s'adressant à Élodie, « J'ai toujours aimé ce lieu, mais maintenant, on sent que les gens y travaillent avec dignité, et ça change tout. » Elle le remercia simplement, mais ces mots restèrent avec elle tout le reste de la journée. Antoine, lors d'une réunion, évoqua l'idée d'organiser un petit événement pour marquer ce nouveau départ. Pas une fête grandiose, juste une soirée conviviale entre employés et clients réguliers. Une manière de célébrer non pas une victoire contre quelqu'un, mais un passage collectif vers autre chose. Toute l'équipe valida l'idée. Camille proposa de préparer une playlist. Thomas parla d'inviter un ancien collègue. Claire suggéra d'exposer quelques photos des coulisses. Élodie, elle, proposa que chacun écrive une phrase sur ce que ce lieu représentait désormais pour lui. L'événement fut fixé un samedi soir. Ce serait intime mais symbolique. Et pour la première fois depuis longtemps, chacun se sentait vraiment impliqué dans l'âme du lieu. La cafétéria n'était plus seulement un lieu de passage, ni un espace de tension muette. Elle était redevenue ce qu'elle avait toujours voulu être, un espace de travail respectueux, vivant, humain, un lieu où l'on pouvait être vu, entendu et surtout traité avec équité. Le changement n'était pas une promesse. Il était en cours et désormais, il avait des visages, des noms, des histoires. Le samedi soir, prévu pour l'événement, la cafétéria Les Trois Matins ferma exceptionnellement ses portes au public 1 heure plus tôt. L'équipe, enthousiaste et légèrement nerveuse, avait préparé les lieux avec soin. Les tables furent réorganisées pour favoriser la circulation. Un petit buffet avait été dressé avec des produits maison, des boissons non alcoolisées, disposées en libre service. Des guirlandes sobres, empruntées à une décoration de fin d'année, avaient été suspendues au mur. Et Camille avait préparé une playlist discrète, composée de morceaux calmes, choisis pour ne pas gêner les conversations. Antoine observa tout cela depuis le comptoir. Ce n'était pas un moment de démonstration, encore moins une opération commerciale. C'était une soirée offerte à ceux qui avaient traversé quelque chose ensemble. Les clients fidèles, les employés actuels et même quelques anciens, venus par curiosité ou par affection pour le lieu. Parmi eux, Malik, le livreur de café, arriva avec une boîte de sablés artisanaux. Il serra chaleureusement la main d'Élodie avant de lui souffler « Merci pour ce que t'as fait ». Même de l'extérieur, on l'a senti. La salle commença à se remplir doucement. Des habitués souriants, des voisins, quelques commerçants du quartier. Tous étaient là pour partager plus qu'un café. L'événement, sobrement intitulé « Une soirée entre nous », n'avait pas d'objectif précis. Et c'était justement cela qui le rendait si authentique. Aucune cérémonie, aucun discours prévu. Seulement des discussions, des rires discrets, des gestes simples, une manière de faire corps. Sur un tableau noir installé près du comptoir, chacun avait été invité à écrire une phrase, un mot, un souvenir. Élodie avait été la première à inscrire quelque chose, bien avant l'arrivée des premiers invités. Sa phrase, courte et sans signature, trônait au centre. Parfois, il suffit d'une voix pour rappeler qu'on n'est pas seul. D'autres messages suivirent. Un client écrivit « Ici, j'ai toujours bu mon café avec un peu d'espoir ». Claire ajouta « Travailler ici est redevenu possible ». Thomas, plus discret, griffonna « Enfin de l'air ». Et Camille conclut la première rangée avec une note plus légère « J'ai appris à aimer les lundis matins ».
Ces messages, juxtaposés sans logique apparente, composaient un tableau collectif, intime et révélateur. Ils témoignaient d'une mémoire commune, mais surtout d'un changement ressenti par tous, chacun à sa manière. Au cours de la soirée, Antoine s'avança finalement vers l'un des petits groupes pour improviser quelques mots. Il ne monta pas sur une chaise, ne réclama pas d'attention générale. Il s'adressa à ceux qui l'entouraient et bientôt le silence s'installa naturellement. « Je ne suis pas un homme de discours, » dit-il en souriant, « mais je voulais simplement vous remercier. Pas seulement d'être venu ce soir, mais d'avoir tenu bon. J'ai mis du temps à comprendre certaines choses. Trop de temps. Mais grâce à vous, à votre patience, à votre courage, il jeta un regard direct vers Élodie, on a pu changer ce lieu sans le trahir. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Rien de bruyant, juste des signes d'assentiment, des têtes qui hochent, des sourires sincères. « Ce soir, poursuivit Antoine, ce n'est pas une célébration d'un moment, c'est la reconnaissance de ce qu'on est devenu ensemble. Et ça, je le dois à chacun de vous. » Il s'arrêta là, pas besoin d'en dire plus. Il retourna à sa place et les conversations reprirent naturellement. Élodie, de son côté, passa la soirée à écouter plus qu'à parler. Plusieurs clients vinrent la voir, certains juste pour lui dire merci, d'autres pour lui poser des questions sur son parcours. Une femme d'une quarantaine d'années, ancienne restauratrice, lui confia qu'elle avait traversé une situation semblable avec un associé dominateur, mais qu'elle n'avait jamais osé le confronter. « Vous m'avez rappelé que parfois il suffit de dire non. » Ces paroles touchèrent Élodie plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle n'avait jamais cherché à devenir un modèle, mais elle comprenait désormais que ses gestes avaient dépassé le cadre de son poste. Elle n'avait pas simplement défendu sa dignité, elle avait offert un miroir à ceux qui n'avaient pas encore osé se regarder en face. Vers la fin de la soirée, elle s'assit un instant à la table près de la vitrine. Celle qui, des mois plus tôt, symbolisait l'emprise. Personne ne l'avait occupée ce soir-là, et pour la première fois, elle s'y installa sans y penser. Elle observa les clients discuter, les employés rire, Antoine sourire sans forcer. Elle pensa à tout ce chemin parcouru, au silence qu'il avait fallu traverser, au regard qu'il avait fallu soutenir, aux mots qu'il avait fallu prononcer. Elle sortit de sa poche un petit carnet, celui dans lequel elle notait ses pensées, ses observations. Elle y écrivit simplement « Aujourd'hui, ce lieu appartient à ceux qui l'habitent avec respect. » Puis elle referma le carnet, le rangea et se leva pour rejoindre les autres. Lorsque la soirée prit fin, il ne restait plus qu'un léger écho de voix, quelques miettes sur les tables, des tasses empilées. Mais ce n'était pas la fin d'un chapitre. C'était la confirmation que ce lieu, autrefois figé dans la peur, s'était réapproprié son propre rythme. Et lorsque la lumière s'éteignit pour de bon ce soir-là, ce ne fut pas pour clore une histoire, mais pour permettre à d'autres de s'écrire. Dans ce silence, il n'y avait plus de menace. Il y avait de l'espace, pour exister, pour parler, pour se taire sans trembler. La voix d'Élodie n'avait pas seulement protégé sa dignité, elle avait libéré un lieu,